programme. Je vois qu'il est au bureau aujourd'hui. Salut Frédéric Bérard. Salut Pascal Caron, Vézina. Tu travailles des fois, c'est ça, hein? Oui, oui, la radio, c'est un plaisir. Toi, tu allies deux passions. Moi aussi, mais, Oui. mais oui, OK, j'arrête là. Toi aussi, tu es avocat. Tu travailles très fort. Tu également es auteur, conférencier et chroniqueur ici à leur CV, puis aussi ailleurs. Mais quand même, nous, on te prend le lundi. Puis ce matin, c'est une grosse journée, je dirais, d'actualité. Là, j'en ai parlé avec les auditeurs un petit peu plus tôt, mais il y a beaucoup de choses à mentionner. Nous, on va faire un petit tour de ce qui est arrivé en fin de semaine ensemble, si tu nous le permets. Je sais que c'est certain que tu étais très à l'affût des tensions entre Israël et l'Iran. L'Iran qui a changé les règles du jeu dans cette guerre finalement entre Israël et la bande de Gaza, mais plutôt le Hamas. Là, allons-y comme ça. Mais il y a eu des attaques qui ont ébranlé un peu tout le monde. Des grands leaders de ce monde également qui ont commencé à parler beaucoup plus fort. C'est comme si c'est imminent qu'avec cette attaque de l'Iran, il y a comment dire, un spectre de plus grande guerre que celle que l'on connaît. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? C'est une question, je pense qu'on n'aura pas de réponse, mais le drame de tout ce qui se passe là, avec Israël, bande de Gaza et la communauté qui finalement est sans dessus-dessous depuis cette attaque de l'Iran, je veux dire, ça amène rien de bon, là. Est-ce que tu le sens comme moi? Oui, absolument. Écoute, ça prend pas la tête à Papineau là, pour réaliser que, je ne veux pas faire paniquer personne, là, c'est assez anxiogène comme ça, mais la possibilité d'une prochaine guerre mondiale n'est pas exclue là, à 100%. Hein. Les pions s'alignent pour une claque assez mirobolante. On peut penser à l'Ukraine, la Russie, on peut penser à ce que tu viens de dire, mais on peut penser aussi à ce qui se passe à Taïwan entre les Américains et les Chinois. Ouais. Et là, ceci, tu posais la question, est-ce que ça aurait pu être évité? Puis là, je ne veux pas jouer au jeu ah ben c'est la faute de X, c'est la faute d'Y, mais il y a quand même des responsabilités là-dedans. Euh, Pourquoi l'Iran a donné la claque qu'elle a donnée en Israël, puis c'est pas terminé, hein, il y a encore des drones qui tombent. Oui, mais c'est jusqu'à maintenant plus de 200 drones et missiles vers Israël qui sont tombés. La plupart ont été interceptés, entre autres la France qui a participé à ces actions d'interception-là, mais quand même, il y en a qui se sont rendus. Là. Non, très clairement. Puis la réalité, c'est plate à dire, mais le gouvernement de Netanyahou, c'est un gouvernement dangereux. Et là, qu'on se comprenne bien, là, je ne critique en rien le peuple juif, je critique le gouvernement de Netanyahou. C'est pas la même chose. Hein. On peut critiquer le gouvernement Trudeau sans critiquer les Canadiens. Même chose pour le gars avec les Québécois. On peut critiquer Vladimir Poutine, mais il y a beaucoup Oui. également de Russes qui n'étaient pas en accord avec ce qui se passait pour l'Ukraine. Et moi, j'ai de la peine pour mes amis juifs qui sont coincés là-bas parce que tu remarqueras, hein, il y a eu une tonne de manifs contre Netanyahou de plusieurs dizaines de milliers, des fois de centaines de milliers de personnes pour faire en sorte de réclamer des élections pour pouvoir congédier du pouvoir Netanyahou lui-même. Et là, pourquoi je suis en train de te raconter ça? C'est que depuis le 7 octobre, oui, il y avait une réplique nécessaire face au Hamas, mais il y a toujours une question de proportionnalité ici, là. Et là, on a tellement dépassé le seuil de la proportionnalité que la Cour internationale de justice a dû expliquer à deux reprises qu'il s'agissait d'un génocide en cours, là. C'est sérieux, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, à un moment donné, il y a du monde qui se tanne. Puis malheureusement, en Israël, si vous êtes en Israël, vous êtes un petit poids dans un univers très hostile. Et c'est pour ça aussi qu'Israël cherche à se défendre souvent, puis je les comprends de paranoïer. Mais ceci dit, là, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est que Netanyahou est allé simplement trop loin et la communauté du Moyen-Orient est en train de se fâcher. Puis là, je ne suis pas en train de justifier les attaques de l'Iran, là, qu'on se comprenne bien. Je suis simplement en train de dire que s'il n'y a aucune limite à ce que fait Netanyahou, très nécessairement qu'il y a des gens qui vont s'allier contre lui à un moment donné. Et les États-Unis, puis moi, je leur en veux. Hein. Moi, j'en veux surtout à Biden. C'est lui qui a laissé faire Mm. Netanyahou depuis tout ce temps-là. Ils ont même réclamé, imagine-toi, un cessez-le-feu à l'ONU. L'ONU a réclamé un cessez-le-feu. Biden s'est abstenu, mais pour le reste, la résolution était claire. Qu'est-ce que fait Netanyahou? Il a levé son doigt du milieu et il a dit, moi, je continue, puis j'en ai rien à foutre de votre cessez-le-feu. Or, qu'est-ce que Netanyahou a demandé en fin de semaine à l'ONU? Une rencontre extraordinaire du Conseil de sécurité pour qu'on aille la défendre. Toi, t'aurais Et aimé que Biden se prononce beaucoup plus fort là-dedans dès le début et non laisser les choses aller?
Tu te rappelles, on en a parlé souvent depuis Mhm. cette époque, puis moi, je t'ai toujours dit la même chose. Le jour où Biden dit à Netanyahou, là, mon petit Pete, ça va faire. Si tu continues, on te lâche. Netanyahou, il va arrêter direct là. Pourquoi? Parce que Netanyahou, sans les Américains, ça va vraiment mal finir. À quoi ça profite pour Biden de ne pas intervenir? C'est toujours ma question, tu me connais, là. Ben, écoute, là, je veux pas tomber dans les complots, puis je veux pas tomber dans les préjugés puis les caricatures, mais très certainement que des alliés du gouvernement Netanyahou sont très puissants aux États-Unis, hein. Il y a une question d'électoralisme, il y a une question de ne pas se mettre à dos telle frange archipuissante de la société américaine. Il y a toujours eu des sympathies Israël-États-Unis, sympathies qui ont rien de reprochable, là, qu'on se comprenne Mhm. bien. La seule affaire, c'est que là, puis il ne faut pas oublier non plus que pour les États-Unis, avoir cette posture-là en Israël, c'est très pratique, hein, parce que ça leur garantit un pied à terre au Moyen-Orient pour plusieurs enjeux absolument névralgiques. Alors, à ce moment-là, c'est certain que tu ne laisses pas tomber un allié comme ça du premier coup. Ceci dit, quand tu as la Cour internationale de justice qui te parle de génocide, là, je pense que tu as un devoir de décence. Puis ton devoir de décence, c'est de dire, bon, ben, écoute, ça suffit, tu arrêtes, tu vas me cesser ce génocide-là tout de suite. Et pense-y, une résolution, un cessez-le-feu, Netanyahou s'en fiche. Et encore là, je le répète, je ne suis pas en train d'excuser d'aucune manière ce que fait l'Iran, mais ce que je te dis par contre, c'est que c'était assez prévisible que ça allait en arriver à ça. Oui, puis le cessez-le-feu, Netanyahou s'en fiche pour plusieurs raisons, dont une qui est en fait que ça a servi à se réarmer du côté du Hamas quand on en a eu un. C'était une crainte en fait qui était vue par les experts internationaux et c'est un peu ce qui est arrivé. Mais dans le je m'en foutisme de Netanyahou, c'est très très fort en fait. Et même que la déclaration iranienne par rapport à l'offensive qui est arrivée dans les derniers jours, on dit que c'est lié aux crimes répétés d'Israël, notamment l'attentat à la bombe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Là, il y en avait un. Puis finalement, eux se sont sentis aussi visés par ça. Peut-être qu'Israël a un peu peur de l'Iran en ce moment parce qu'ils ont déclaré en fait qu'il n'y aurait pas nécessairement pour l'instant comment dire, de vengeance de ce côté-là, mais l'Iran allait s'entendre que s'il y avait une attaque contre eux par rapport à Israël, là, on allait réagir. C'est terminé pour eux. Ils ont dit, nous, on ne va pas réattaquer, mais chose certaine, si vous répliquez à ce qu'on a fait, on va se protéger puis on va prendre les dispositions qui se doivent. Quelles sont-elles? On n'a aucune idée, mais l'Iran avait prévenu Israël qu'il serait puni pour l'attaque contre son consulat à Damas. Est-ce une réelle position ou plutôt comment dire, une réplique face à leur propre pays? Comment tu vois ça? Parce que je ne le voyais pas nécessairement comme on prend parti, mais plutôt, nous, tu ne nous toucheras pas, puisque tu as anéanti notre consulat à Damas. Ben écoute, il y a beaucoup de, passe-moi l'expression, il y a beaucoup de bullshit, hein, dans ces discours-là. Il y a de la propagande classique en matière de guerre, toujours la position victimaire. C'est pas moi qui a commencé, c'est lui, là, parce qu'au final, ça revient à ça, hein. C'est ce qu'Israël dit du Hamas, c'est ce que voyons, l'Iran dit d'Israël. La réalité, c'est qu'on est en contravention au droit international, clairement ici. Oui, tu as le droit à une riposte, mais encore faut-il que ce soit réellement arrivé. Est-ce que tout ça est arrivé pour vrai en Iran? J'en ai franchement aucune idée. Est-ce que c'était vraiment la responsabilité d'Israël? Va donc savoir, mais on se construit des narratifs, des discours, puis pour justifier la suite. Or, moi, ce qui me fait peur, on te dit bien franchement, c'est qu'il y a des questions à savoir, est-ce que l'Iran a réellement la bombe atomique? Et j'ai fait des petites recherches encore en fin de semaine. C'est pas clair à 100%. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent pas sûr. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Iran maintenant a dépassé les limites permises d'uranium. Tu sais, l'uranium, tu n'as pas besoin de ça pour faire de la tarte aux pommes, là. Mhm. Si tu dépasses les limites permises, ben, c'est pour créer autre chose. Et tu as remarqué aussi que l'Iran a dit clairement aux États-Unis, vous autres, mêlez-vous pas de ça. Et les États-Unis ont dit, OK, c'est bon, on s'en mêlera pas. Parce que la Ouais, réalité, mais en même temps, Biden a dit on va soutenir quand même Israël jusqu'au bout. C'est fou, ça. ouais, parce qu'ils disent, OK, on s'en mêlera pas, mais on va les soutenir. Tu vois, c'est quand je te parlais d'espèce de bullshit, ça veut dire quoi, ça, d'un point de vue concret, va donc savoir. Mais ce que je sais, moi, Pascal, c'est que les Américains, ben, ce que je pense, c'est que les Américains voudront pas aller se Embarquer là-dedans. coltailler avec l'Iran. Parce que s'ils se coltaillent avec l'Iran, là, c'est les Russes qui vont débarquer, puis potentiellement les Chinois aussi. Ça commence à faire bien du monde. Puis tu te rappelleras peut-être quand j'étais au Salvador, quand on faisait des chroniques ensemble,
je t'avais dit que la Chine était en train de placer ses pions au Oui. Salvador un peu partout, notamment en construisant des grosses bibliothèques, la plus grosse prison du monde. Comme c'est quoi l'influence? Pourquoi la Chine vient se positionner là? Moi, je commence à avoir ma réponse. La Chine veut avoir elle-même un pied à terre en Amérique centrale, donc pas très loin des États-Unis. Un peu comme le pied à terre qu'ils ont développé en Afrique, là. Exactement. Et sachant que avec ce qui se passe à Taïwan, entre les États-Unis et les Chinois, moi, je pense que c'est un jeu de domino. Et là, le problème, c'est qu'il y en a un qui va donner la claque de trop, puis là, ça va débouler. Et écoute, on ne se le souhaite pas, mais il y a un jeu géopolitique qui se joue depuis déjà un certain temps. Il y a des pions qui se placent un peu partout. Mais comment dire, le spectre de tout ce qui est atomique, bombe atomique, j'ai l'impression que tout le monde en a peur quand même parce qu'on ne connaît pas la force de celle-ci. Tu sais, j'ai l'impression que ça a toujours été plutôt une menace voilée, mais jamais nécessairement une menace qui sera mise à exécution parce que ça pourrait autodétruire le pays qui choisit de l'utiliser. Ben oui, ça, tu as raison de le dire. On en parlait, tu te rappelles peut-être, quand la Russie a envahi l'Ukraine. La Russie, là, la bombe atomique. Il y en a qui disaient qu'ils vont faire sauter l'Ukraine. Bon, ce serait quand même une drôle d'idée de faire sauter un pays que tu veux conquérir, là. Ça va te servir à quoi par la suite s'il n'y a plus rien dans le pays? Et l'autre chose, c'est que les Russes savent que s'ils lancent la bombe atomique sur l'Ukraine, la bombe atomique, elle va revoler de l'autre bord Mhm. aussi. Donc, c'est toujours un jeu de chicken, là, en quelque sorte, là, qui va te choquer en premier. Et la communauté internationale se tient un peu, comment je te dirais, en haleine du fait justement de la menace nucléaire, parce qu'il y a un jeu de domino potentiel. Or, quand tu regardes qui est au pouvoir actuellement, notamment avec Poutine, Netanyahou, le Shah d'Iran, c'est pas super winner, là. Tu sais, c'est pas les chevaliers des chevaliers de colons, là. Tu sais, il y a des méchants psychopathes là-dedans. Donc, nécessairement que je pense que les États-Unis doivent prendre leurs responsabilités et dire, regarde, là, il y a un cessez-le-feu. Il va vraiment avoir un cessez-le-feu. Donc, les États-Unis se doivent de calmer le jeu. Ce sont les seuls qui peuvent parler à Israël. En terminant sur le sujet là, par rapport à Israël qui a attaqué l'Iran pardon qui a attaqué Israël, pourquoi le Canada se prononce pas plus là-dedans? On n'a pas la force de. Écoute, malheureusement, je dois bien dire, je suis très nostalgique de. Je suis pas nostalgique, moi, dans la vie, jamais. Mais j'aime ma vie comme elle est puis comme elle viendra. Mais politiquement parlant, je suis très nostalgique parce que je trouve qu'on s'en va tellement dans la mauvaise direction. Pourquoi je te raconte tout ça? Dans les fins des années 60, début 70, années 70 et début 80, Pierre Trudeau avait développé une politique étrangère. On peut le critiquer sur sa politique intérieure, mais sur la politique étrangère du Canada, Trudeau était indépendant des États-Unis, hein. C'était le premier à avoir reconnu Cuba, le premier à avoir reconnu la Chine dans le dos des Américains. Il avait développé des liens avec l'URSS, il avait développé des liens un peu partout en Europe. Bon, bref, Justin, je vais le dire gentiment, là, n'est que le chien de poche des Américains. En fait, dans les dernières années, effectivement, on n'était plus le petit frère tannant, le petit frère suiveux. On avait une certaine identité à l'international. Je dis une certaine, mais elle était pas complète. Niveau force, économie non plus, elle n'est pas complète. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça augure en rien de bon pour la suite, là. Non, puis c'est un peu l'enjeu. Puis moi, je vais te dire, hey, Justin Trudeau a ruiné l'héritage de son père en matière de diplomatie internationale par rapport à notamment l'indépendance du Canada. Évidemment, tu as raison de le dire, le Canada ne sera jamais un gros joueur, hein. Militairement. On n'est pas assez puissant, la force du nombre n'est pas là, mais on s'était donné un rôle de leader pour la paix bien souvent. Et là, franchement, fait juste regarder, la Chine nous a de travers, mais solidement depuis plusieurs années maintenant. L'Inde, c'est la même chose. La Russie, on n'en parle pas. Alors, ce qui fait que Ottawa ne peut plus jouer l'espèce de rôle d'ambassadeur, justement, pour cette même paix, parce qu'il s'est grillé partout, parce qu'il est vu comme le petit porteur d'eau de Biden et de Washington, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, qu'est-ce que fait Trudeau? Ben, tu remarqueras, quand on a dit la semaine passée, Mélanie Joly, qui est allée à Tout le monde en parle, puis elle dit, ben là, le gouvernement Netanyahou est problématique. Ça, elle a commencé à dire ça parce que Biden avait Mm, commencé à émettre des doutes. mm. Mais si Biden il continuait d'y aller all the way avec Netanyahou, fais-moi confiance, le Canada suivrait bec et ongle.
Ouais, puis là, honnêtement, pour la suite des choses, je trouve que l'Occident est en train de perdre énormément de plumes quand, si on avait été plus fort, si on était plus fort, on aurait un rôle important dans tout ce qui va se tramer. C'est comme si ça va énormément bouger de l'autre côté de l'océan. On aura les répercussions, on ne sera pas nécessairement dans le leadership de tout ça. Puis même, on n'aura pas beaucoup de pesant d'or, disons-le comme ça, dans la situation. D'une indépendance à une autre, on revient au Québec. On Oui, passe à un sujet qui fait beaucoup réagir ce matin. Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est dit Hey, on parle de moi. J'ai réussi à gagner des points. Pourquoi pas aller brasser le sac à poux puis peut-être en perdre? Je dis ça parce que ça fait pas vraiment l'unanimité, sa prise de parole. À vous de juger, les auditeurs 88 971 1021. Mais là, il a affirmé haut et fort au Conseil national du PQ que le Canada cherche à effacer le Québec et que l'indépendance, c'est la solution. Il dit avoir la certitude que de tenir un référendum serait probablement celui de la dernière chance. La chose que ces électeurs qui peut-être scrutaient une possibilité de voter pour le PQ aux prochaines élections, pour du moins une strate, une bonne partie qui ne voulait pas que le référendum revienne dans l'actualité. Et hop, on a prononcé un discours à forte saveur souverainiste dimanche, hier, dans ce Conseil national-là, qui portait officiellement sur l'habitation à Drummondville. Là, c'était pas on rallie les militants puis on ramène les points très sanguins du parti. Ça avait même pas lieu d'être, en fait. Là, s'il avait voulu gagner des points, c'était encore une fois éviter ce genre de sujet-là. Il est rentré dedans comme un camion dans un mur de briques, là. ouais, puis j'ajouterais ceci à ce que tu as dit. Il a dit c'est l'ultime chance. Pourquoi? L'ultime chance pour ne pas disparaître. En d'autres termes, si on ne vote pas PQ puis si on ne vote pas oui au référendum, nous allons Le disparaître. Et moi, Québec en entier. c'est là-dessus, Pascal, que là, j'ai fait OK, wow, là. Moi, Plamondon, je te dis, je le connais fort bien. J'ai travaillé avec lui chez Stackman Elliott pendant un bout de temps. Ce gars-là, c'était un fédéraliste à fond la caisse, multiculturaliste. Puis tout le monde a le droit de changer d'idée. Là. Je trouve qu'il a changé d'idée vite pas mal, mais en tout cas, c'est pas grave. Ça peut arriver. Mais là, par contre, ce qu'il est en train de faire, c'est d'adopter ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement, c'est quoi? C'est une théorie qui a été développée en 2012 en France par un romancier qui s'appelle Renaud Camus, qui n'a aucune valeur scientifique. Le gars est sorti dans un quartier maghrébin, puis là, il est allé écrire On est en train de se faire grand remplacer, il y a des Arabes partout. Il y a une couple de coucous qui se sont mis à spinner ça, puis là, tout le monde riait d'eux. Regarde les complotistes, regarde les racistes, ça ne tient pas la route. Et ça a été démontré, notamment en France et ailleurs en Europe, que la théorie du grand remplacement, mathématiquement parlant, ne tient pas la route. En d'autres termes, c'est de la frime de A jusqu'à Z. La semaine passée, au Québec, sort une étude de l'OQLF qui dit que depuis 15 ans, le français est en hausse au Québec. Yeah! On peut arrêter de stresser, on va continuer d'être vigilant, mais on peut relaxer un petit peu. On n'est pas en train de mourir d'un point de vue linguistique et donc culturel. Excellent. Autre affaire, en 1900, il y a 1 million de Québécois francophones. En 2024, il y en a 8 millions. Plamondon nous sort hier que si on vote pas oui, on va disparaître. Mais qui conseille les politiciens en ce moment aux communications? Je C'est, ne sais pas, c'est mais un il flop mérite total ça. à la CAQ, c'est un flop total au PQ en ce moment qui était en remontée dans les sondages, mais ça se criait de toutes parts. Ne parle pas de référendum, ne parle pas de tout ce qui est un petit peu péquiste, corps et âme. Fais-toi oublier de ce côté-là, puis le souverainisme, on en reparlera une autre fois si tu veux être à la tête du Québec, et hop, on y va avec ça, mais Mais, très, très fortement. mais tu sais quoi, moi, que Plamondon parle de référendum, moi, ça ne me dérange pas parce que si c'est ça son agenda, Je suis d'accord j'aime avec toi. j'aime Je veux le autant le savoir. savoir. Je veux le savoir, Puis, moi, effectivement. Je veux pas qu'on surfe là-dessus. Je veux pas que ce soit une histoire de, vas-y, de tramway avec assume-toi. Régis Labombe ou de troisième lien avec la CAQ. Là. On veut pas encore ça. Mais... Assume-toi, puis un politicien qui s'assume, moi, j'adore ça. Regarde, si vous votez pour moi, on va faire un référendum dans le premier mandat, puis c'est ça qui va arriver. Excellent. Là, maintenant, on prend une décision en tout état de oui, cause, au moins c'est ce clair. qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Puis le projet souverainiste, pour moi, c'est un projet légitime. On peut s'obstiner sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée en 2024 avec le Brexit et autres? Oui, mais le reste que le projet en soi est une idée légitime. Par contre, Jouer avec la si tu peur de. peux me vendre un projet, tu es en train de me dire que si je ne t'appuie pas, je vais mourir, puis je sais que c'est de la bullshit jusqu'à 100 000 à l'heure, ça se pourrait que non seulement que je décroche, mais que je devienne un adversaire de ton projet.
Puis je pense qu'on n'est pas, je suis pas tout seul dans ma gang parce qu'avoir allé Twitter depuis hier, là, il y en a plusieurs qui disent, OK, fait que là, Bock-Côté est rendu conseiller du PQ. C'est les mêmes lignes. Et puis imagine-toi, la conclusion du PQ dans son sommet sur l'habitation, c'est quoi? C'est dire, ah ben là, on va geler l'immigration temporaire. Ben c'est correct, mon Plamondon, tu iras ramasser les fraises des champs cet été. Ah non, mais ça fait énormément réagir. Il va falloir qu'on termine là-dessus, Frédéric Bérard, mais tout le monde se prononce, entre autres, ben, je veux dire, les partis opposés à celui du PQ. Jazz, il y a un membre du cabinet de François Legault qui s'appelle Stéphane Gobeil qui dit ça c'est de l'arrogance ou de l'euphorie mal contrôlée. Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, qui a déclaré, et je cite, Paul Saint-Pierre Plamondon est de loin le chef du Parti québécois le plus radical. Il vient de perdre des plumes en fin de semaine avec sa position. Je ne sais pas comment il va se démêler. Chose certaine, effectivement, si c'est son but, si c'est son choix, si c'est sa visée, au moins, on aura été au courant, puis ça avant qu'il soit élu, là, pour ceux qui Oui. veulent voter en conséquence. C'est quoi, Tanguay a raison. La position de Plamondon, c'est la position de Bock-Côté. C'est une position qui est ultra radicale puis qui n'a rien à voir avec le discours souverainiste habituellement. Aurais-tu imaginé, toi, un Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, René Lévesque, Bernard Landry, dire si vous votez pour oui, on disparaît? À aucun bon sens, là. Puis ça tient pas la route, là. L'OQLF vient de le dire la semaine passée, là. Sur quoi, quelle étude il se base, Plamondon, pour dire des niaiseries du genre? Rien du tout, sinon qu'on fait appel aux craintes des gens. Puis c'est normal, hein? On est seulement 8 millions de francophones dans un océan occidental. Fait que clairement que les gens craignent, de dire, OK, craignent par rapport à la sécurité linguistique et culturelle du Québec. Puis ça, c'est tout à fait légitime. Sauf que tu peux pas instrumentaliser ces craintes-là si tu balances des affaires qui ont juste pas d'allure. Merci, Frédéric Bérard. On se reparle lundi prochain. Tu es avocat, auteur et chroniqueur. Vous êtes d'accord avec lui? 88 971 1021. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? 88 971 1021. Ou encore sur Twitch ou tous ces réseaux sociaux. On se reparle la semaine prochaine. Bon début de semaine. Salut! À Salut! bientôt! Ça fait toujours